Très bon vendredi à tous et bienvenue sur le journal de l'économie. C'est un nouveau numéro et nous démarrons avec le sommaire. Au sommaire de cette édition, la traque des fonctionnaires fantômes et autres employés fictifs au Cameroun. Une nouvelle opération de comptage physique des agents de l'État démarre dans quelques jours. L'Afrique subsaharienne reprend timidement des couleurs après plusieurs années décevantes. Le taux de croissance de la région sera de 3,1% en 2018 selon la Banque mondiale. Enfin, l'Afrique du Sud entend organiser un sommet sur les investissements afin de lever 100 milliards de dollars sur les 5 prochaines années. Dans quelques jours, le Cameroun va démarrer une nouvelle opération de comptage physique des agents de l'État. Cette opération impose à tous les agents de l'État de se faire identifier au niveau des établissements bancaires en présentant les différentes pièces prouvant effectivement qu'ils sont en activité et à leur poste. L'objectif est de démasquer les fonctionnaires fantômes et autres employés fictifs, ce qui aiderait le gouvernement camerounais à rationaliser ses dépenses. En effet, les fonctionnaires abandonnent souvent leur poste tout en continuant à percevoir des rémunérations et les avantages qui vont avec de manière frauduleuse, ce qui engendre un manque à gagner se chiffrant à plusieurs milliards de francs CFA pour le trésor public camerounais. Il faut dire qu'en marge de l'opération qui sera lancée dans quelques jours, des instructions ont été données pour que les tests disciplinaires de la fonction publique soient révisés afin de mieux sanctionner les abandons de poste et de bien définir les délais de prescription. En Afrique subsaharienne, la croissance économique va rebondir à 3,1% en 2018. C'est en tout cas ce que nous indiquent les prévisions de la Banque mondiale. Dans son rapport semestriel Africa Pulse, l'institution de Bretton Woods s'inquiète de la forte augmentation des dettes publiques. Après plusieurs années décevantes, essentiellement dues à la chute des cours des matières premières, la croissance économique va, selon la Banque mondiale, rebondir en Afrique subsaharienne à 3,1% en 2018 pour grimper à 3,6% en 2019 et 2020. Plusieurs pays se distinguent cependant par leur dynamisme et affichent des taux de croissance supérieurs à 6% par an. Il s'agit par exemple de la Côte d'Ivoire et du Sénégal en Afrique de l'Ouest, du Rwanda, de l'Éthiopie et de la Tanzanie en Afrique de l'Est. À en croire la Banque mondiale, ces pays tirent leur épingle du jeu grâce à la diversification économique et les investissements dans les infrastructures. Pendant ce temps, l'Afrique centrale stagne, trop dépendante de ses matières premières. En outre, plusieurs pays ont doublé leurs dettes en 5 ans et 18 parmi eux sont désormais exposés à un risque élevé de surendettement contre 8 en 2013. La Banque mondiale, qui plaide pour une limitation du recours à l'endettement, suggère l'amélioration de l'efficacité des dépenses publiques, l'extension de l'assiette fiscale et la création de nouveaux impôts sur l'immobilier plus justes que ceux sur la consommation. Enfin, elle appelle les pays subsahariens à redoubler d'efforts pour résoudre le problème de l'accès à l'électricité en améliorant la gestion des compagnies publiques et en utilisant davantage les nouvelles technologies. Va accueillir bientôt un sommet sur les investissements dont l'objectif est de lever 100 milliards de dollars sur les 5 prochaines années. Ce sera l'occasion pour les investisseurs nationaux et internationaux de faire le point sur l'avancement des investissements déjà approuvés. Ce sommet donnera aussi l'occasion aux investisseurs potentiels de dénicher des opportunités sur le marché sud-africain. Avant sa tenue effective, les 4 émissaires, il y a 4 émissaires donc, qui seront envoyés en Asie, au Moyen-Orient, en Europe et en Amérique pour rencontrer les potentiels investisseurs. Rendons-nous maintenant dans une ville qui est devenue une terre de prédilection pour les crypto-mineurs. Il s'agit de Québec. Québec, dont les autorités ont décidé de jouer la prudence face à l'afflux des chercheurs de Bitcoin.
L'ordinateur a remplacé la pioche, le bitcoin la pépite d'or. À 1 heure de Montréal, dans un hangar, des milliers d'ordinateurs génèrent des bitcoins. Cette crypto-monnaie repose sur la technologie blockchain, un livre comptable virtuel qui permet de vérifier les transactions sans passer par une autorité centrale telle une banque. Nos machines servent à calculer des transactions qui sont sur le réseau Bitcoin, donc qui permet de décentraliser le réseau, de rendre le réseau plus sécuritaire. En échange de la puissance de calcul de leurs ordinateurs, les mineurs 2.0 reçoivent une petite somme en bitcoin. Et plus il y a d'ordinateurs, plus ça rapporte. L'entreprise revendique 5 millions de dollars de bénéfices en 2 mois. Le froid, nécessaire au bon fonctionnement des machines, ainsi que le faible coût de l'électricité au Québec, ont vu le nombre de projets autour de la crypto-monnaie exploser. Un défi inédit pour la société d'État qui gère l'électricité de la province. Depuis la flambée du cours du Bitcoin en octobre, Hydro-Québec a reçu des demandes équivalentes à la consommation de 83% des ménages québécois. Depuis le mois de septembre dernier, on a reçu un volume exceptionnel de projets du secteur des crypto-monnaies, principalement en provenance d'Asie et de Chine. On parle de centaines de projets. C'est un volume extrêmement élevé, exceptionnel, qui fait en sorte qu'on doit mettre en œuvre présentement une réflexion pour voir quels moyens on pourrait mettre en œuvre pour encadrer ce secteur-là. Les nouveaux projets sont aujourd'hui suspendus au Québec. Le temps pour le gouvernement d'adopter une stratégie globale et de mesurer l'impact de cette industrie naissante sur l'économie réelle. Pour les banques, par exemple, le blockchain pourrait être une manière de supprimer des intermédiaires dans leurs opérations. Si le blockchain peut permettre de réduire les coûts, de réduire la main-d'œuvre nécessaire pour faire ces validations, réduire les coûts de transaction, mais c'est évident que c'est un plus pour le secteur bancaire. La Chine, l'Allemagne ou la France ont déjà affirmé vouloir réguler les crypto-monnaies. Au Québec, un flou juridique entoure encore cette jeune industrie, mais la ruée vers l'or numérique ne semble pas prête de s'arrêter. Partie de ce journal de l'économie, on se retrouve dans quelques secondes pour la suite. Et la suite, c'est bien sûr le débat du jour avec Casimir Pédior. Bienvenue à vous. Bonjour Inès. Aujourd'hui, nous allons au Mali pour nous intéresser au secteur de la pisciculture. C'est bien ça Inès, il faut dire que le Mali, pays donc très peu arrosé par Dame Nature, pays également qui ne bénéficie pas d'une grande de coûts d'eau abondants en dehors donc du Grand Niger qui donc traverse ce pays-là. Le Mali aujourd'hui est en train de développer une initiative, c'est la pisciculture au niveau donc de la région surtout méridionale du pays. Le sud donc du Mali est aujourd'hui mis à contribution pour développer donc cette activité agro-pastorale au niveau du pays, et ceci pour freiner non seulement l'insécurité alimentaire qui gagne donc chaque année de l'espace au niveau du pays, mais aussi occuper cette jeunesse qui de plus en plus va vers les pays occidentaux pour aller chercher un mieux-être. Aujourd'hui, les gouvernants, enfin le gouvernement malien, ensemble avec ses partenaires techniques et financiers, notamment la coopération suisse et danoise, donc compris la nécessité de développer donc des piscicultures, des activités qui n'ont forcément pas besoin de grands moyens. Selon donc les spécialistes, il faut très peu de moyens aujourd'hui pour pouvoir installer ces pisciculteurs. Mais comment est-ce que ce genre d'activité peut arriver à permettre de lutter contre l'insécurité alimentaire au Mali ? Alors, il faut déjà dire qu'en dehors donc, de la volonté du gouvernement et de ses partenaires, on note aujourd'hui au niveau donc, du Mali une population active, une population pour la plupart qui vit en zone rurale et essentiellement agriculteurs, et donc cette population voit de bon œil aujourd'hui la nécessité donc d'ajouter à ce qui se faisait la pisciculture, et aujourd'hui on a comme une symbiose entre l'État et aussi la population active. Face à ça, les partenaires techniques et financiers n'ont trouvé donc utile que de financer non seulement la formation de ces jeunes pisciculteurs, mais aussi de leur apporter le soutien financier nécessaire pour pouvoir développer donc leurs unités de production. Et aujourd'hui, le poisson se mange de plus en plus sur le plan local. Le Mali est en train de lutter contre l'importation sauvage donc du poisson pour pouvoir donc nourrir sa population. Les Maliens sont en train de produire
pas à grande échelle, mais déjà à l'échelle communautaire, le poisson. Au-delà de ça, il faut dire, Inès, que la pisciculture s'accompagne d'autres cultures telles que la culture donc, d'agrumes, pouvant permettre aujourd'hui au Mali de mieux faire face donc, à la question de la sécurité alimentaire. Au Mali également, on peut produire déjà à partir de la pisciculture. Donc, les dérivés donc, de cette activité, c'est la production de maïs à petite échelle pour les grillontages, pour faire face également à l'insécurité qui, je l'ai dit tantôt, grandit d'année en année. Est-ce que le producteur malien vit bien de la pisciculture? Oui, Inès, il faut le dire, selon donc les études au niveau des partenaires techniques et financiers, aujourd'hui le promoteur donc des tanks, parce que c'est de ça il s'agit, il faut déjà dire que c'est des tanks qui sont installés, des tanks d'une dimension de 16 sur 16 ou bien de 300 mètres carrés sont installés ça et là donc dans les coins reculés tels que Gongasso et Sikasso dans donc le sud du Mali pour permettre donc à ces jeunes employés, à ces jeunes promoteurs de pouvoir bénéficier donc de cette expertise-là. Et selon donc les premières études, environ 350 000 à 700 000 francs CFA sont issus à chaque période de vente donc de cette activité, ce qui permet donc à ceux qui jadis étaient donc des candidats à l'immigration vers l'Occident de pouvoir donc se sédentariser de plus en plus. Cela permet également à ces jeunes qui viennent donc inonder les villes de Bamako et consorts de véritablement se sédentariser dans les localités qui aujourd'hui sont pris d'assaut pour véritablement produire du poisson. Et les espèces retrouvées ici au niveau de la production, c'est le cap et les cirrus qui n'ont pas besoin donc de grands moyens pour véritablement se développer au niveau donc de cette tank d'eau qui, il faut le dire, commence par prendre de l'ampleur au niveau donc des zones reculées, des grandes agglomérations, mais aussi au niveau des villages pour véritablement permettre aux Maliens de faire face à la question de la sécurité alimentaire. Kazmi Pédio, est-ce qu'il peut arriver, par exemple, que le Béninois mange du poisson malien? Ce n'est pas exclu de commencer par voir cela dans les années. La production pourra être exportée? Bien sûr, c'est possible. Pour le moment, le projet vise beaucoup plus la sécurité alimentaire au niveau du pays et ceci permet donc d'occuper ces jeunes-là, de lutter contre les zones rurales, mais à l'envergure, du moins au regard donc des différents besoins et également du programme d'appui à la formation professionnelle que développe aujourd'hui le Mali, on pourrait espérer d'ici à là l'exportation de la production vers les pays de l'espace UEMOA parce qu'on annonce déjà ces agrumes-là qui inondent déjà le marché sous-régional. Le maïs produit issu donc de cette activité inonde déjà le marché sous-régional et donc le Bénin pourrait voir d'ici à là certainement le poisson malien, le poisson du désert qui vient donc concurrencer, si vous le permettez, l'importation sauvage donc de ces produits dans le commerce au niveau de la sous-région. Comment voyez-vous l'avenir finalement de la pisciculture au Mali? Oui, si le gouvernement et ses partenaires continuent donc par y croire, si la population active continue donc par y croire, je crois que la pisciculture a de très bons jours devant lui. Et non seulement ça, les différents problèmes donc d'insécurité alimentaire pourraient également trouver leur solution au niveau donc de cette activité. En tout cas, c'est le bien mal qu'on puisse souhaiter à la jeunesse donc malienne qui certainement pourra développer cette technologie-là vers d'autres pays de l'espace UEMOA. Merci beaucoup Kazmi Pédio, merci d'être venu donc nous parler de la pisciculture qui se développe au Mali. Je vous souhaite un très bon week-end et rendez-vous lundi prochain. Toujours avec le même plaisir. Voilà, chers amis téléspectateurs, ce sera tout pour aujourd'hui. Le prochain rendez-vous, c'est bien sûr lundi prochain. Soyez donc des nôtres.